C'est que après on va manger un morceau, après on fera quelques photos ensemble. Donc là, on va essayer de créer un objet collectif à partir de photos et de textes. Trois petites phrases chacun qu'on écrira dans mon ordinateur, que je ne sais pas où il est, quelque part. Tout à l'heure, il était là-bas. Et du coup, après, avec ces mots-là, on les projettera sur le grand écran qu'on a mis dans la cour pour voir si ça marche. Et on aura une espèce de poésie visuelle qu'on aurait fabriquée ensemble. Parce que le thème de cette édition, c'est l'amitié. Bah ouais, et donc bah là, vous êtes vraiment nos amis parce que vous êtes venus. Et en fait, j'ai l'impression qu'on en a pas tant que ça en fait. C'est un peu inquiétant. Moi, je vais vous dire un truc, c'est un peu flippant quand même. Ah là, heureusement que t'es venu. Hein. C'est un peu flippant, non mais c'est-à-dire, imaginez-vous maintenant quand on dit écologie, les mecs ils se barrent. Ils viennent même plus. Tu dis amitié, les mecs ils se disent non, non, ça a l'air d'être un truc chelou. On aurait dit foire à la saucisse, je suis sûr on serait 2000. Non mais sans déconner. Non, non, mais là, tu vois, on aurait dit foire à la saucisse, je suis sûr, les mecs, bah, j'ai des merguez, je peux venir, ouais, bah, viens. Et là, ça marche pas. Bon, alors, la grande nouvelle, c'est que cette semaine, on a appris qu'on était de grands penseurs. On l'a appris, on a été adoubés. On a été adoubés, et donc, eh ben, je vais donner la parole à Alain Devecchio. Voilà. Est-ce que tu es OP? Il est toujours OP. Donc Alain Devecchio, il s'occupe d'un projet qui s'appelle Semeur de jardin. Il a plein de trucs à nous raconter. Alors j'attends, il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce que quelqu'un arrive ou quelqu'un n'arrive pas? Putain, il y en a un qui se planque derrière un arbre. Putain, c'est la honte. Ah, c'est Chloé, elle voulait se planquer. Bon, allez, Alain, je te file la parole. Merci. Donc, je m'occupe pas d'un projet. Je suis coordinateur, cofondateur d'une association qui s'appelle le Réseau des Semeurs de Jardin. On est le réseau Languedoc-Roussillon des jardins partagés depuis 2015. On a pris le relais d'une association qui existait déjà depuis 1997 et qui avait cofondé le réseau national qui s'appelle le Jardin dans tous ses états. Donc, puisque aujourd'hui, donc c'est un petit peu ce week-end le thème de l'amitié, moi je voulais évoquer le côté lien social, l'impact des jardins partagés entre lien social, vivre ensemble, amitié, effectivement. Donc j'ai un petit peu de lecture à vous faire et puis j'ai des photos que j'ai voilà, que j'ai imprimées de différents événements et que je vais vous faire passer pour illustrer un petit peu mes propos. Donc j'ai des photos qui datent pour la plupart d'une dizaine d'années. Il y en a de plus récentes, mais c'est vrai que j'en ai perdu pas mal. Donc le réseau national des jardins partagés, en fait, il s'est conçu en 1997 dans l'idée de favoriser la création des jardins partagés, un petit peu le renouveau des jardins partagés. Ils ont écrit une charte que j'aime beaucoup et que je vais vous lire parce qu'elle justement elle a trait un petit peu à ce qu'est vraiment le jardin, c'est-à-dire c'est pas simplement un acte de cultiver une parcelle de terre en ville ou à l'extérieur des villes, c'est aussi ça va beaucoup plus loin. Donc les valeurs que nous partageons à l'occasion du premier forum national jardinage et citoyenneté, le jardin dans tous ses états qui s'est déroulé à Lille les 23 et 24 octobre 1997. Des acteurs associatifs, institutionnels, politiques et professionnels ont échangé des expériences de jardin aux expressions diverses, mais porteuses de valeurs communes d'échange, de créativité, de solidarité entre les communautés et de liens retrouvés avec le monde vivant. Poursuivant la dynamique enclenchée par ce temps fort d'échange, les acteurs de ce réseau partagent et soutiennent les valeurs communes à ces actions. Pour le renforcement des liens sociaux, là où les conditions d'existence ont contribué à distendre les mailles de la vie sociale, de l'entraide et du dialogue. Pour que les citoyens, sans aucune discrimination culturelle, ethnique ou sociale, puissent s'approprier leur cadre de vie quotidien et l'enrichir. Pour donner un point d'appui aux personnes en difficulté, aux fins de retrouver utilité sociale et dignité
en ayant la possibilité de participer à un travail productif, qu'il soit monétaire ou non, pour nouer des liens généreux, autant que respectueux, avec la terre et le monde vivant, et agir de façon responsable. Pour le plaisir de créer, de goûter, de partager, comme de nouvelles formes de liberté et d'autonomie. Pour toutes ces raisons, il nous semble important d'affirmer le droit de tous au jardin. Un jardin de projet. Un jardin, c'est avant tout un projet. Dans ce sens, nous soutenons les principes suivants. La diversité des objectifs contribue à la richesse des projets écologiques, sociaux, culturels, éducatifs, artistiques, paysagers, thérapeutiques, etc. Valorise au mieux les atouts du jardin. La diversité des publics et des usagers favorise la rencontre, les échanges, l'entraide. La mixité sociale, culturelle et générationnelle des acteurs facilite l'intégration des habitants d'origine étrangère, l'adaptation au public en difficulté. La concertation est la base indispensable de tout projet. Elle doit impliquer les habitants, les futurs usagers et les intervenants sociaux, élus, techniciens, associations. Cette concertation doit s'attacher à faire ressortir la diversité et l'évolution des besoins, y compris ceux des enfants, des plus démunis et des moins intégrés culturellement, et éviter le clé en main et le pré-pensé. L'aménagement doit intégrer le besoin des jardiniers de s'approprier leur jardin, les spécificités du territoire et le mode de vie des usagers. La souplesse et l'évolutivité des projets sont garants de leur pérennisation et de leur cohérence avec leur contexte social, culturel, environnemental, économique et éducatif. Une qualité de mise en œuvre. Dans la mise en œuvre des projets de jardin, quelle que soit leur forme, nous nous engageons à promouvoir la gestion participative. Elle organise des échanges entre les acteurs, prend en compte les souhaits, désirs et contraintes, s'efforce de faire place à la diversité des points de vue. Les règles d'accès et de fonctionnement sont définies collectivement. L'animation, elle permet la pérennisation et l'évolution des projets. Elle est assurée par des personnes reconnues, des acteurs, attentives à écouter la parole de tous et capables de comprendre et de guider les pratiques de chacun. Le respect de l'environnement, il est assuré par la mise en œuvre de modes de gestion et de pratiques culturelles favorisant la biodiversité, sauvage ou domestique, respectueuse du vivant, intégrant une gestion écologique des cycles naturels, de l'eau et des déchets. L'intégration paysagère des jardins, elle doit être recherchée par la qualité des aménagements et des constructions, favorisant notamment l'autoconstruction dans de bonnes conditions, la prise en compte de caractéristiques environnementales des sites, la gestion et la mise en valeur des paysages. Le jardin dans tous ses états, ou JTSE, est le nom d'une dynamique d'échange entre les porteurs de projets de jardins partagés et leurs partenaires associatifs, politiques et institutionnels. Ces jardins sont divers, mais portent des valeurs communes de partage, de créativité, de solidarité entre les communautés, d'aide aux personnes en difficulté, de liens retrouvés avec le monde vivant, de respect de notre environnement. En cultivant la terre, ce sont des solidarités nouvelles, des échanges, l'épanouissement personnel, le respect du monde vivant, le bien-être que l'on irrigue, que l'on amende, comme le terroir d'un nouveau développement humain et durable. Les pratiques des jardins dans tous leurs états s'incarnent largement dans l'intelligence plus souriante du partage, des tentatives nouvelles, du développement des idées neuves. Elles participent en cela à donner le goût du mieux vivre que nous voulons pour demain. Voilà, donc ça c'est, on va dire, la charte fondatrice de nos associations, puisque nous sommes le réseau Languedoc-Roussillon. On s'est créé en 2015, donc juste au moment où
l'État a donc décidé de créer des grandes régions. Nous avons des partenaires à Toulouse, partageant les jardins. Nous avons des partenaires sur Bordeaux, sur Marseille, partout en fait, hein, sur toutes les grandes régions. Et partout, donc, nos partenaires, comme nous, œuvrent à la création de jardins partagés, de jardins collectifs, donc sur les bases de cette charte. Alors, nous, la spécificité, c'est qu'on est aussi sur les bases de la permaculture. Moi, je me considère, je me définis comme jardinier permaculteur, puisque je suis dans un verger potager partagé depuis 2013 et on jardine en permaculture. Les principes, au niveau de la permaculture, vous avez 3 principes éthiques qui sont prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, donc des êtres humains, et partager équitablement. Et vous avez derrière donc 12 principes conceptuels qui guident un petit peu, qui définit un petit peu on va dire le côté vraiment permaculture pratique. Et donc le premier, c'est observer et interagir. Et quand j'ai fait une formation pratique sur la permaculture en 2015, nos formateurs, donc qui étaient des permaculteurs professionnels, avaient commenté ce premier principe en disant la beauté est dans l'œil du spectateur. Et en fait, je trouve que c'est vraiment ça. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que à travers la permaculture, on a une vision beaucoup plus au-delà de l'écologie qui nous relie vraiment à la terre, mais aussi à l'humain, au niveau lien social, au niveau impact, au niveau amitié. Chez nous, donc dans notre potager, dans notre verger en permaculture, la permaculture, l'idée, c'est de faire aussi, on évolue suivant les saisons au niveau jardinage, et donc on fait des fêtes de saison. À chaque saison, on fait des fêtes qui nous permettent de nous retrouver autour de repas, mais aussi autour d'ateliers, etc. Et ce que j'aime beaucoup dans les jardins, la diversité des jardins, vous allez le voir avec les photos que j'ai apportées, c'est que cette diversité fait que dans un jardin collectif, qui soit ce qu'on appelle les jardins familiaux, avec des parcelles individuelles, ou les jardins partagés, donc avec des parcelles totalement collectives, vous êtes toujours reçus avec toujours un petit apéritif, un petit goûter, le thé à la menthe, les biscuits, des fois c'est le couscous. Dimanche dernier, j'étais dans un de mes jardins sur le quartier prioritaire de la Mosson à Montpellier, et les collègues avaient préparé un couscous pour le midi. Voilà, on jardine le matin, on fait le goutte à goutte ensemble, on nettoie un petit peu le jardin au niveau des déchets, puis le midi, vous avez à 14h, vous avez le couscous. Et puis on vous accueille le matin avec du thé ou du café et puis des biscuits fait maison. Voilà, c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans les jardins partagés, c'est aussi ce côté, ce lien, c'est un petit peu ce lien social, ce vivre ensemble. On peut aussi parler du vivre ensemble qui est beaucoup plus compliqué, j'ai envie de dire, mais très intéressant aussi dans la gestion du jardin. Alors c'est vrai qu'à Montpellier, on a beaucoup de jardins partagés, c'est-à-dire beaucoup de parcelles totalement collectives. Ce qui veut dire qu'on jardine tous ensemble, on décide tous ensemble. Et effectivement, le côté vivre ensemble, c'est pas toujours évident, puisque chacun a son caractère, sa personnalité, ses envies. Et donc ça veut dire qu'il faut arriver à échanger, à trouver des bases pour échanger, pour discuter, pour travailler ensemble. Et on va dire pour vivre ensemble véritablement, parce que on fait évoluer vers Popa, par exemple. Mon jardin, ça fait 15 ans qu'il existe. L'année dernière, on a fêté les 15 ans de la première plantation. Donc, on a des gens qui passent comme ça d'année en année. Certains sont là depuis le début. Moi, j'y suis depuis 2013. D'autres sont là depuis 2011. D'autres sont là, sont plus récents. Mais à travers tous ceux qui sont passés, on s'est aperçu qu'on avait un impact quand même assez intéressant, parce que beaucoup ont évolué vers des aspects professionnels en fait. Certains sont devenus maraîchers, d'autres ont créé leur association en permaculture, ont créé leur pépinière en permaculture, ont écrit des livres aussi. Voilà. Donc je vais vous faire passer des photos si quelqu'un veut bien venir les récupérer. Et vous allez donc avoir un petit peu les exemples de ce côté lien social, de ce côté amitié, ce foisonnement que je trouve très intéressant en fait
dans le côté, on s'active aussi ensemble, quoi, en fait. On fait des choses ensemble, et y compris les enfants, ce que je trouve très intéressant, parce que mon premier jardin partagé était dans une maison d'enfants à caractère social, donc j'ai toujours travaillé le jardin en lien avec les enfants. Et on continue donc aujourd'hui avec les écoles. Soit on crée des jardins dans les écoles, soit on fait venir les écoles sur des projets, notamment de bosquets fruitiers, puisqu'on plante des bosquets fruitiers sur l'espace public urbain depuis 2020 maintenant. Et donc les écoles viennent nous aider au printemps, par exemple, à planter des plantes, à les arroser. On fait des semis avec eux, ou on fait carrément des plantations d'arbres à l'automne. On va jusqu'à créer des synergies en fait entre des écoles et puis des lycées privés qui forment des animateurs, des animatrices qui sont sur le même quartier. Et sur mon quartier, donc à Montpellier, on a depuis 2 ans, donc on organise le ramassage des olives. Et depuis 2 ans, donc, on a créé une journée pour les écoles le vendredi, où on fait donc un petit peu se rencontrer des grands, donc d'un lycée privé qui forment des animateurs, et puis des scolaires qui sont juste à côté du jardin et qui viennent sur le temps périscolaire entre midi et 2. Et ça donne des choses vraiment sympas à voir, avec des petits qui montent sur les épaules des grands pour aller ramasser les olives. Et on a reproduit, donc ça c'est à peu près vers la mi-novembre, et on a reproduit l'expérience une semaine plus tard pour planter un bosquet fruitier un petit peu plus loin. Matinée très froide, gelée, donc c'était avec les maternelles de l'école, et les grands sont venus, ils ont vraiment joué le jeu d'occuper les petits au-delà de la plantation, de les faire bouger, et c'était super chouette à voir, quoi. C'était vraiment, ce sont des choses qui pour nous sont vraiment intéressants et qu'on cultive vraiment, quoi. Voilà. Non, nous on n'a pas d'infos sur ça. Alors nos bosquets fruitiers, c'est soit nous qui sommes à l'initiative, par exemple dans mon quartier, soit on va le planter par exemple dans des cours d'école, parce que à la demande d'institutrices, ou en lien avec des adhérents comme on l'a fait à Suissac, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait la cour elle est complètement dénudée. Soit dans des résidences à la demande de copropriétaires, soit directement à la demande de collectifs, d'associations de quartier, voire même sur des projets privés, comme on va le faire cette année dans le cadre d'une construction d'un super U à côté de Montpellier, où effectivement on va dire la personne qui est à charge de ce projet, qui est le président de Montpellier Handball, nous a associés à ce projet pour qu'on puisse venir planter un bosquet fruitier sur les espaces verts à côté, développer, donc mettre en place un composteur collectif, et développer plus tard, puisqu'il y a un projet de résidence qui doit se faire à côté, développer un jardin collectif pour les habitants du quartier. On travaille vraiment, l'idée c'est vraiment de travailler, on va travailler à grande échelle, mais comme on dit en permaculture, patiemment à petite échelle, c'est-à-dire qu'on va faire des petites parcelles, parce que c'est pas nous qui allons venir arroser les bosquets, les arbres en été, ce sont les habitants. Et donc effectivement, il ne faut pas qu'ils en aient trop arrosé, mais on peut sur plusieurs années faire des bosquets fruitiers qui font une centaine de mètres de long sur une vingtaine de large à peu près. Alors, euh, en fait, j'ai été formé par quelqu'un qui s'appelait Robert Morez, qui a été formateur interhumanisme, qui a quasiment créé la dynamique de la bio. Euh, et c'est quelqu'un donc qui a beaucoup bourlingué au Maghreb.
Et il a mis en place donc une technique qui fait que on fait un petit peu souffrir nos arbres. D'abord, on va planter des semis de l'année et non pas des arbres qui font déjà 2 mètres de haut. Et on va les arroser uniquement sur 3 ans de manière dégressive pour que normalement, au bout de 3 ans, les arbres doivent être autonomes en eau et on n'a pas à les arroser en permanence. Voilà, pas de goutte à goutte. Et au bout de 3 ans, c'est ce qui est reconnu par à peu près tous les, on va dire, les personnes, les spécialistes de l'arbre. Normalement, votre arbre doit être autonome au bout de 3 ans. Après, il y a des conditions à remplir. Encore une fois, le mieux de partir de noyau, mais sinon vraiment de semis de l'année, d'amender correctement le sol, de bien décompacter le sol. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de faire ça de manière participative comme on le fait, avec les habitants, avec les écoles, avec des locataires, des propriétaires. Pourquoi? Parce que d'une part, ils s'emparent du projet. Après tout, c'est aussi leur environnement, hein, et puis l'idée, c'est aussi par la pratique de les former sur les bonnes pratiques, justement, de leur donner et de leur faire voir qu'effectivement, sur un espace complètement dénudé, au bout de 3 ans, 4 ans, vous pouvez avoir un certain nombre d'arbres fruitiers. Hein. Nous, on plante quand même des arbres en bosquet fruitier. Ça veut dire qu'en espace de 3 mètres, les grands arbres qui vont faire 10 mètres, 11 mètres de haut, et que les arbres plus petits qui vont faire 3-4 mètres de haut, on les espace que d'1 mètre. Donc c'est vraiment, on plante de manière très dense, mais suivie. C'est-à-dire que c'est pas... on plante pas des centaines d'arbres et puis on les laisse se débrouiller et puis le plus fort survit. C'est pas du tout ça. L'idée est de faire des sentiers pour que les gens puissent circuler à l'intérieur. On fait des ateliers. On est passé maintenant au côté transformation pour justement aller plus loin avec les habitants. Donc des jus de fruits, des confitures, des compotes, des cueillettes de plantes sauvages, la transformation aussi des plantes sauvages avec des sirops par exemple, et tout ça avec les habitants en fait. On a trouvé des financements privés, on attend aussi des financements publics complémentaires, mais l'idée est de pouvoir aussi faire participer les habitants sur ça, et donc c'est aussi très intéressant parce que ça crée du lien entre les habitants en fait. Oui, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, autant à Montpellier, mais principalement sur Marseille, sur les quartiers nord de Marseille. Il y a déjà quelques années de ça, et j'avais eu accès à cette étude, et je l'ai trouvée très intéressante parce que d'un côté, quand on la lit comme ça, on apprend qu'effectivement, une famille donc qui a une parcelle de jardin dans le quartier nord de Marseille. Donc ça lui permet d'avoir à peu près de produire à peu près sur l'année 15% de son alimentation. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, ce sont des familles de 4 enfants, donc ça fait 6 personnes à nourrir, et 15% de l'alimentation de la famille à l'année, sachant que c'est pas des parcelles qui font des milliers de mètres carrés, mais c'est des parcelles en général qui font tout au plus 20 mètres, 30 mètres carrés en ville. Je trouve que c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Moi, je le vois chez nous à Montpellier, sur des petites parcelles de 12 mètres carrés, 10 mètres carrés, 12 mètres carrés. Les jardinières, je veux dire, elles s'en mettent pas, elles mélangent tout, quoi. Vous avez des tomates, vous avez des courges, vous avez des courgettes, vous avez du maïs, vous avez des aubergines. C'est vraiment de la production forte, quoi. C'est très dense. Oui, tout à fait. Ah oui, mais de toute façon, enfin nous, la formation que l'on donne à nos jardiniers, déjà, c'est effectivement zéro produit chimique. On ne travaille qu'avec des produits préparés à base de plantes. D'une part, on amende le sol avec du compost, on décompacte et on ne retourne pas la terre. On couvre les parcelles avec les matériaux naturels qu'on a autour de soi, les feuilles mortes, le broyat qu'on en trouve avec les paysagistes, la paille. L'idée étant même au niveau de la paille plutôt d'économiser, donc d'éviter d'acheter de la paille, de voir
On a des partenariats avec des paysagistes qui nous amènent du broyat plutôt que d'aller le jeter en déchetterie. On essaye d'organiser vraiment ce côté aussi économie circulaire qui nous paraît très important. Le compost, c'est des composteurs collectifs qui s'installent depuis 2019 chez nous, dans tous les quartiers de la ville de Montpellier. Donc ça a quand même une production assez importante. Et tout ça, c'est à disposition. On fait un travail pour que ça puisse être à disposition des jardiniers. Et après, il y a aussi le côté jardinage zéro déchet. Alors là, c'est vraiment un gros travail parce que jardinage zéro déchet, ça veut dire on arrête de désherber. On peut désherber sa parcelle, mais on ne va pas jeter l'herbe parce que en fait, c'est une ressource potentielle. Donc une fois que vous avez désherbé, que vous avez planté, cette herbe-là que vous avez gardée de côté, vous la remettez comme paillage et vous ne créez pas un déchet. Vos résidus de jardin en fin de saison, à l'automne, tout ce qui est épais de tomates, de courges, courgettes, etc., que la plupart du temps on arrache pour aller composter quelque part comme ça, non, on le récupère et puis c'est pareil, c'est une ressource potentielle, c'est un pays potentiel que l'on peut remettre sur sa parcelle sans aucun problème. Voir si effectivement vous avez des plantes malades directement après les composter à part dans un bac. Voilà. Ça c'est vraiment important parce que c'est aussi prendre conscience de l'environnement avec lequel on travaille, quoi. On vient quand même perturber un espace existant et l'idée c'est de le perturber le moins possible. Moi j'aime beaucoup, quand je plante, j'aime beaucoup associer mes cultures et donc je vais jamais faire des rangs de tomates, des rangs de courges, de courgettes, je vais toujours mettre des fleurs, des aromates, je vais toujours tout mélanger. J'aime beaucoup en fait parce que effectivement ça, d'une part ça permet la biodiversité, puis ça évite les maladies, ça évite les parasites, ça limite les maladies, les parasites beaucoup aussi. Oui, en fait, il faut venir voir mes parcelles parce que moi, c'est pas du tout comme ça que je travaille. Moi, en fait, alors ça dépend la plupart du temps, je travaille en bulle potagère parce que j'aime bien pouvoir jardiner en trois dimensions. Quand je tombe sur des jardins, mon jardin, par exemple, ma parcelle de jardin de 12 mètres carrés au quartier d'Amosson à Montpellier, donc c'est dans des bacs parce que voilà, ça a été fait comme ça vu que le sol était goudronné. Moi, effectivement, je travaille en ligne, sauf qu'en fait, je vais alterner mes cultures et je vais surtout mélanger, mettre beaucoup de fleurs au milieu de mes tomates et de mes courges, de mes courgettes. Je vais mettre aussi des aromates, du basilic notamment entre les tomates parce que je sais que ça s'aime beaucoup. Je vais mettre de la salade, mais la salade je vais la mettre plutôt dans la saison. Je vais mettre des haricots aussi. Je vais mettre des fèves en hiver, mais je vais planter d'autres choses à côté qui sont gourmands en azote parce que je sais que la fève c'est un légumineux, donc effectivement c'est fixateur d'azote comme le haricot vert. Voilà, l'idée c'est vraiment d'associer des légumes entre eux. On a un tableau qui nous permet de savoir un petit peu quelles sont les bonnes associations entre certains légumes. On ne peut pas tout associer, mais par contre les fleurs, moi c'est ce que je fais, je mets beaucoup de fleurs. Euh, N'importe, en fait, je vais mettre du calendula, je vais mettre de la bourrage, je vais mettre de l'hyédène, je vais mettre de la tagette, mais n'importe quelle fleur, je vais même mettre de la capucine. L'idée déjà, on voit que les fleurs, ça attire beaucoup les pollinisateurs, mais ça attire aussi beaucoup les coccinelles. Donc c'est déjà ça, quand on a des pucerons, on a déjà des coccinelles qui sont là. Et puis, en fait, ça perturbe un petit peu les insectes parasites parce qu'il y a la couleur, il y a l'odeur qui est complètement différente de celle de la tomate ou de celle de la courgette ou de la courge. Ça n'a rien à voir. Et donc, effectivement, tout ce mélange-là, ça perturbe un petit peu. Et en plus, ça prend pas de place, quoi, véritablement. On peut très bien mettre des tomates et puis mettre juste à côté une fleur, quoi. Ça dépend. J'ai envie de dire, il faut compter à peu près entre 50 à 100 mètres carrés, mais 50 mètres carrés, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup parce que moi je vois ce que je fais sur 12 mètres carrés. Je ne sais plus quoi planter. J'ai mis des tomates, j'ai mis des courges, des courgettes, j'ai mis des poivrons. Puisque là on est en été, j'ai mis beaucoup de fleurs aussi, j'ai mis des aromates. Voilà. Et il me reste encore de la place, donc il faut que je mette les haricots. Voilà. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en fait, le jardin, il faut comprendre déjà que c'est tout au long de l'année. Et c'est pas simplement, tiens, il fait chaud en juillet-août, je vais partir en vacances. Ouais, sauf qu'il faut arroser derrière. Même si vous avez mis 20 centimètres de paillis, il faut quand même venir arroser de temps en temps. Donc ça, c'est important parce que beaucoup abandonnent justement à cause de ça, parce que c'est quand même un engagement. Et puis après, comme je le dis, de toute façon, il faut penser, on va dire, le principe c'est il faut nourrir le sol pour que le sol nourrisse les plantes. Donc il faut sortir on va dire des préceptes qui vous disent qu'il faut mettre des engrais chimiques, qu'il faut nourrir la plante. En fait, non, pas du tout. Mon professeur, donc Robert Morès, qui est décédé à 91 ans, qui avait été formateur à Terre Humanisme, etc., lui disait donc il faut nourrir le sol pour que le sol nourrisse la plante. Et nous, c'est ce qu'on fait justement. L'idée, c'est ça. Et donc, il faut penser à amender, donc plutôt à l'automne, évidemment, donc à mettre une bonne couche de compost fumé, mais je trouve que le compost est beaucoup plus intéressant. Et puis, vous avez maintenant le maraîchage sur sol vivant, qui fait que, en permanence, votre sol est occupé. En permanence, vous renouvelez ce qu'on appelle vos lasagnes, c'est-à-dire que vous mettez au niveau de votre paillis, plutôt que de mettre toujours un paillis sec, vous intercalez un paillis vert. Que ce soit vos épluchures, que ce soit de la tonte, que ce soit du BRF, donc un paillis azoté, de manière effectivement à ce que vous ayez un compost végétal qui se fait en permanence. Et puis vous occupez vos parcelles en permanence. Moi j'ai vu sur Toulouse en janvier 2022, donc j'étais voir un maraîcher sur sol vivant. Il avait son tas de broyat, il avait de la paille, il avait des feuilles mortes, il avait de la tonte, etc. Et puis, il avait fait des buttes potagères. Ces buttes étaient occupées par des engrais verts, par des radis, par des salades, par des choux. Il tourne en permanence. C'est-à-dire que vous préparez vos semis en amont et donc, quand vous récoltez vos cultures d'automne, vous mettez en place donc directement vos cultures de printemps, d'été. Et en permanence. Mais vous avez des cultures qui supportent très bien le froid, les fèves, etc. La roquette. Moi, j'ai fait un semis de roquette à Montpellier en février sur ma parcelle sur notre verger potager, et ça a très bien pris sans aucun problème. Il faut adapter, il faut trouver. Nous, on travaille beaucoup, ce qui est aussi important, avec ce qu'on appelle les semences paysannes. Alors ça, c'est vraiment important parce que ce sont des variétés locales. Produites normalement par des artisans semenciers, donc par des paysans. Nous, on connaît quelqu'un avec qui on travaille beaucoup dans le nord du Gard, c'est Magali Houtier. Donc sa structure s'appelle Terre en Vie. Elle est dans le réseau semences paysannes depuis des années. Moi, je la connais depuis 2016 à peu près. Et c'est quelqu'un qui est très très intéressant, qui produit donc qui fait ses semences, qui les revend. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire comme Pascal Pot, qui est dans le lot des Bois-Larzac. Parce que si on veut des tomates qu'on n'a pas besoin d'arroser, il y a certaines espèces qui fonctionnent très bien. Lui, il a prouvé là-bas. Oui, notamment notre ami Pascal Pot sur le lot des Bois-Larzac, qu'il a fait. Mais il faut quand même arroser au départ, parce que vous ne pouvez pas faire un semis sans arroser. Et puis, l'idée, c'est pas d'arroser, l'idée, c'est vraiment d'habituer vos cultures à avoir de moins en moins d'eau. Mais ça prend quand même des années. Mais il faut le faire. C'est ce que je répète à mes jardiniers. C'est bien, effectivement, on a fait beaucoup de publicité autour de lui. Je lui dis, mais c'est pas compliqué. La complexité, c'est qu'on ne sait plus, on a perdu les connaissances pour savoir récupérer, savoir faire nos semences. C'est-à-dire savoir les récupérer en fin de saison, savoir les conserver et savoir les ressemer après. Et c'est ça qu'on a perdu, en fait, que nous, on essaye aussi de redonner comme connaissance avec des gens comme Magali Houtier, parce que c'est vraiment important. C'est l'une des étapes pour vraiment faire face au changement climatique et aux montées des températures. C'est habituer vos semences, vos plantes à avoir de moins en moins d'eau, à savoir faire face
aux chaleurs excessives. Mais ça passe par le compost, ça passe par le décompactage du sol, ça passe par le paillage. Voilà, il y a un certain nombre de choses importantes mais naturelles qui pour nous sont sur lesquelles vraiment on travaille. Oui, tout à fait. En fait, en 2016-2017, je ne me rappelle plus trop, on participe chaque année à la bourse aux graines organisée par le collectif des semeurs de l'Aude-et-Larzac, qui est un groupe de maraîchers qui sont sur le secteur de l'Aude, donc qui font de la semence paysanne. Et dans le cadre d'une conférence, donc, ils avaient eu à un moment donné une stagiaire de l'INRA, et elle avait fait un petit peu des analyses sur les graines, sur les semences, sur la germination, etc. Et elle s'était aperçue, en fait, scientifiquement, que lorsque la graine commence à germer, elle a pris les caractéristiques déjà du sol dans lequel elle est. Donc c'est vraiment intéressant. Parce que les paysans, les maraîchers, les habitués de la semence savent, connaissent, c'est le travail qu'ils font. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que vous prenez une variété locale d'oignon doux des Cévennes, d'oignon de Tarassac, qu'on appelle l'oignon à partir tellement qu'il est gros. Si vous le plantez à Montpellier, si vous le semez à Montpellier, c'est pas. Il y a plusieurs quartiers. Il y a des quartiers comme Malbos qui sont plutôt presque à la campagne, presque extérieurs. Puis vous avez le centre-ville avec le parc des Monceaux. D'année en année, bon, il va falloir plusieurs années, mais vous n'aurez pas les mêmes oignons de Tarassac déjà que vous avez eu à l'original Odef, et après que vous aurez entre différents jardins. Pourquoi? Parce que les conditions de culture, les températures, le sol ne sont pas les mêmes. Et oui, tout à fait. Tout à fait. Ils sont évolutifs, c'est vivant, donc c'est évolutif. D'où l'erreur de vouloir faire des banques de graines et donc de mettre des graines, soi-disant, de les conserver au congélo pour. C'est une bêtise. Pourquoi? Parce que la semence, la meilleure façon de la conserver, c'est de la semer, c'est de la cultiver. C'est ce qu'on nous a appris et c'est vrai que c'est une vérité. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, vous créez de nouvelles variétés locales, puisque c'est reproductif, c'est adaptable, c'est adaptif, c'est vivant. Et donc vous créez de nouvelles variétés. Il y a des salades de Montpellier, il y a une salade qui s'appelle la rougette de Montpellier. Voilà, j'ai plein de graines de variétés locales que j'ai trouvées chez divers artisans semenciers vraiment très très intéressants. Et l'idée effectivement, c'est de la replanter chaque année. Alors on va sacrifier, on va dire, quelques belles tomates, on va sacrifier les 2-3 plus beaux pieds de tomates et les plus belles tomates pour pouvoir effectivement récupérer des graines. Mais après, c'est aussi un enjeu de dire, je vais peut-être récupérer les graines des tomates les plus précoces, ou peut-être celles qui vont venir les plus tard, suivant comment je veux cultiver. Je veux par exemple des tomates qui soient grosses, donc je vais plutôt garder les graines des tomates qui sont qui sont les plus grosses de mon jardin, ou l'inverse. Voilà, c'est vraiment très 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 intéressant, mais ça aussi nécessite d'avoir quelques connaissances, et notamment sur si vous voulez planter des courges et garder une variété de courges ou de courgettes, ça veut dire que sur votre jardin vous pourrez n'en planter qu'une et pas deux, parce que sinon vous allez avoir des croisements. Donc c'est pas très grave si vous voulez pas, si vous n'êtes pas à la recherche d'une variété précise, mais effectivement pour pouvoir adapter votre plante à l'évolution climatique, à votre sol et à votre microclimat, parce qu'il y a ça aussi, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est intéressant quand même. Moi, j'ai une question. En fait, tout le monde n'a pas possibilité d'avoir accès à la terre. Et voilà, et donc nous, par exemple, dans le centre de Saint-Gilles, avec Lucie, on fait un tiers-lieu, mais on n'a pas de jardin. C'est un grand chagrin. Mais on a un jardin en pot. Et en fait, on essaye tout un tas de trucs, de millefeuilles, mais on ne peut pas avoir la même quantité de résidus végétal. Enfin, c'est plus compliqué. Et en fait, on arrive quand même à avoir du raisin, des grenades, quelques tomates. Mais c'est quand même super compliqué. Et en pot, c'est quoi votre conseil?
Mais j'avoue que je cultive pas trop en pot, ni en bac. Je suis plutôt cultivé en pleine terre. En fait, c'est surtout en pot ce qu'on n'a pas trop avec la terre, c'est qu'en pot, la terre, les nutriments vont partir beaucoup plus vite. Ce qui veut dire qu'il faut régulièrement rapporter du compost, enrichir naturellement, et ça, c'est vraiment important. Et après, c'est toujours, comme je le dis, travailler sur l'association des cultures. Bon, moi, j'associe beaucoup les fleurs, mais on a des légumes qui peuvent s'associer entre eux. Et donc, il faut pouvoir, justement, par rapport au manque de place, pouvoir arriver à, pour avoir une certaine diversité de légumes, arriver à associer justement ces divers légumes qui peuvent être entre eux. Ben, nous, les tomates, on les fait pousser avec la vigne. Et on arrive à avoir une dizaine de kilos de raisin quand même facile, même 15. Ouais. Donc ça marche. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. Mais par contre, là, les tomates, ça marche pas tout le temps. Et le problème, c'est que la terre, elle se lessive. C'est-à-dire que tu es obligé de l'arroser, sinon ça crève l'été. Tu es quasiment obligé d'arroser. Si tu n'arroses pas, ils meurent, les plantes. Oui, oui. Mais Et donc, en fait, c'est vachement compliqué. C'est pour ça que je posais la question. Il faut aussi couvrir la couverture du sol. Elle est vraiment très, très importante. Donc, ça veut dire, là, par exemple, je paille, ça peut aider, quoi. Voilà, tout à fait. Mais il faut en mettre, il faut pas juste mettre une petite couche. C'est vraiment 15 cm d'épaisseur. À 15 cm. Oui, oui, pour vraiment garder l'humidité. J'ai pas l'espace, en fait, en hauteur. Parce que les pots, ils sont... Même si je remets tout le temps de la terre, des trucs, mais... Ça dépend quelle taille ils font tes pots. Si tu prends des petits pots, c'est compliqué. Si tu prends des pots plus gros... Non, mais il y a toujours un moment où... Il faudra que je passe voir, de toute façon. J'ai vu l'histoire du tiers-lieu. J'ai dit, il faut que je passe les voir. Non, mais il faut venir parce qu'en fait, ça fait depuis 2004 qu'on trimballe ce jardin. Donc, et quand on est arrivé à Saint-Gilles, c'était beaucoup plus sec qu'à Arles, et encore plus sec qu'à Saint-Rémy. Et quand on est arrivé, on a perdu tous les arbres. On avait un abricotier qui donnait genre 5 abricots par an. Mais c'était genre ouf, on était hyper contents. Ils étaient tout petits, mais hyper bons. Et là, bah, il est mort dès qu'on est arrivé parce qu'il fait hyper sec ici en fait. Le climat est beaucoup plus sec. Attention, parce que les abricotiers, en fait, il y a un parasite qu'on connaît bien malheureusement qui s'appelle le capnode. Une sorte de petit scarabée noir qu'on voit pas vraiment, qui se colle sur le tronc, qui a l'air invisible comme ça. Lui mange les pousses de l'année, donc les jeunes pousses de l'année sur l'arbre. Par contre, ces larves, elles vont s'enfouir. Et elles vont arriver à l'âge adulte, je crois, au bout de plus d'un an, en fait presque 2 ans. Et pendant ce temps-là, elles sont dans les racines. Et elles mangent les racines. En fait. Ouais. Ce qui fait que votre abricot, du jour au lendemain, il peut mourir. Vous ne savez pas pourquoi vous croyez que c'est à cause de la sécheresse. Mais non, en fait, c'est... c'est peut-être la bête, quoi. Voilà. Ah ouais. On en a beaucoup... Ah ouais, non, mais là, j'ai pas été aussi loin. Mais là, par exemple, cette année, on a un truc assez bizarre, c'est que toutes les jeunes pousses, même du figuier, où on n'a jamais de figues, hein. On les voit, elles naissent, et hop, il y a un truc, elles se sont toutes fait bouffer. Il y a eu un moment, il y a quelque chose qui a bouffé, je sais pas quoi, toutes les jeunes pousses, quoi. Il n'y avait plus de feuilles. Bon, c'est repoussé, mais je me suis demandé ce qui se passait, quoi. Ouais, c'est bizarre. Les pigeons, on s'est dit les pigeons, quoi. Mais alors nous on essaye de faire un travail quand même en ville parce que effectivement c'est bien, les villes s'agrandissent, donc on a plus de monde, sauf que les gens qui arrivent ils ont envie de jardiner. Sauf que on a pris les espaces verts pour construire dessus, donc on manque d'espace de jardinage. Et donc on essaye de faire vraiment ce travail autant auprès des mairies que des bailleurs pour transformer les espaces verts en espaces de jardin et pour que les mairies arrivent à réfléchir à un moment donné, à penser autrement la conception de leur nouveau quartier et à réfléchir que quand on crée un nouveau quartier, ça c'est ce qui se fait de plus en plus à Montpellier, on crée des nouveaux quartiers, sauf qu'en fait il faut penser à garder des espaces pour pouvoir créer des jardins collectifs dessus. Parce qu'il y a une demande, nous on reçoit des demandes, la mairie ils sont gentils, ils n'ont pas de place dans les jardins familiaux, mais quand il y a des gens qui demandent, ils nous les envoient à nous, pour qu'on puisse les intégrer dans les jardins partagés. Mais les gens, ils ont envie d'avoir une parcelle à eux. Mais il n'y a pas de parcelle, il n'y a rien, quoi. Donc on est en lien avec les bailleurs sociaux aussi, on fait un travail de fourmi, hein, véritablement, pour développer de nouvelles parcelles à chaque fois. Bah, genre les toits, non?
Alors oui, les toits, mais les toits, en fait, ça nous laisse une épaisseur de terre quand même assez minime, quoi. Faut faire attention, c'est un petit peu le piège. C'est bien de penser à végétaliser les toits. Nous, on a travaillé sur des projets sur ça. C'est intéressant parce qu'effectivement, mais par rapport aux habitations, ça fait quand même baisser la température, etc. Par contre, le côté dire on va jardiner sur les toits, faites attention parce que il faut quand même une certaine épaisseur de terre et ça veut dire que les toits, il faut qu'ils aient été prévus pour ça. Et la plupart du temps, ils n'ont pas été prévus pour ça. Donc, et puis, si vous jardinez, même si vous arrivez à jardiner, vous ne pouvez pas planter d'arbres pour ombrager, parce qu'évidemment, ça ne supportera pas le poids. Donc, voilà, c'est un petit peu le piège, quoi. Oui, ça marche. J'en entends pas. Non, j'avais une question tout à l'heure. Vous disiez que on avait perdu un savoir-faire pour récupérer les graines pour pouvoir ressemer derrière. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un savoir-faire qui s'est perdu parce qu'on a transformé les espèces pour justement que les graines ne soient plus fertiles et qu'on soit obligé de racheter derrière pour pouvoir ressemer l'année suivante. Donc comment on Oui, fait la alors en fait, différence il y a deux choses. L'histoire telle que je la connais, c'est la plupart des paysans ont servi de bouche à canon pendant les deux grandes guerres mondiales. Donc déjà, il y a eu cette transmission qui n'a pas pu se faire entre les adultes qui avaient la connaissance et puis les enfants. Et puis, il y a eu la modernisation forcée de l'agriculture hein, par rapport à la dette qu'on avait envers les Américains. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu une grande, on va dire, du porte-à-porte qui a été fait par les industriels pour dire, confiez-nous nos graines, nous on va savoir les produire, ça va vous décharger d'un travail, et puis nous on va savoir les produire en toute sécurité, etc. Et beaucoup d'agriculteurs ont cédé dans ce qu'on a appris, donc on cédé leurs semences, leurs graines, leur pouvoir par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça demande quand même beaucoup de travail si on veut le faire quand même à l'échelle agricole. Et en fait, ils se sont fait pécher dans le sens où effectivement, on a mis des brevets et qu'on a créé donc de plus en plus des semences hybrides déjà qui ne pouvaient pas se ressemer, mais dans l'idée de les adapter directement à pouvoir être travaillés avec des pesticides, avec des engrais chimiques, etc. Et on apprend hein, dans les écoles d'ingénieurs agronomes actuellement, euh, je, je le sais parce que j'ai notre salarié qui est président d'un jardin à Montpellier et une adhérente nouvelle a fait des études d'ingénieur agronome et elle essaye de la convaincre de mettre des engrais chimiques dans le jardin pour pouvoir nourrir les plantes directement. Et elle ne comprend pas le concept de mettre du compost pour nourrir le sol qui lui après nourrira les plantes voilà. Et donc, il y a en fait ce forcing qui est fait par les industriels de la semence, malheureusement, qui sont aussi des industriels qui fabriquent les pesticides, les engrais chimiques et autres, quoi. Et du coup, ça peut toucher même les plantes une fois qu'elles sont développées. Parce que par exemple, j'ai des agrumiers chez moi et Comment j'ai des agrumiers chez moi et ils font rien du tout. Et en fait, ce que tout le monde me dit, c'est bah oui, parce que si tu veux les citrons, il faut mettre des engrais. Non, pas du tout. D'abord, il faut voir la maturité, l'âge de l'arbre. Il faut savoir si ton arbre il est mature pour pouvoir produire des fruits. Il faut 5 ans, 7 ans. Et puis après, s'il ne produit pas de fruits, peut-être qu'il faut surtout le greffer avant toute chose. Au niveau des arbres, c'est ça quoi surtout. C'est voir d'où vient le problème. Et puis des fois c'est parce que il y a qu'un arbre alors qu'il en faudrait deux, il faudrait avoir le mâle et la femelle. Et puis d'autres fois c'est parce que on est impatient, l'arbre est grand, mais sauf que en fait ça fait pas 5 ans ou 7 ans qu'il est planté, donc il n'est pas encore mature. Et puis après effectivement, s'il produit pas, c'est qu'il a peut-être un problème. Il faut voir comment il a été taillé. S'il monte tout droit, c'est normal, ça veut dire qu'il fait que du bois. Si par contre il a des branches latérales et que là il fait pas de fruits, effectivement il y a peut-être un problème et donc peut-être le greffer à ce moment-là avec des variétés que l'on peut trouver un peu partout assez intéressantes quoi. D'accord, merci. Tu veux poser une question? Non, ok. Parce que là, on a un spécialiste des citronniers, là. Ah, Non, mais un vrai, hein. Les agrumes. Voilà, donc, qui a une question? Ah,
peu développé la science de je ne sais pas bien le dire, c'est le biocontrôle des nuisibles, c'est-à-dire pouvoir être assez autonome, enfin en gros, hein, parce qu'après je sais qu'il faut des formations, les entonomophages, c'est-à-dire le biocontrôle des nuisibles. Parce que autant on peut planter des fleurs parmi les cultures du potager, mais après, à part les coccinelles qu'on peut acheter dans les boîtes, enfin, elles sont livrées même par courrier, je pense avoir compris. Est-ce qu'on peut être autonome, on peut faire pour éliminer les nuisibles? Après, j'ai une autre question sur les Alors, sachez que personnellement, je trouve que l'idée d'acheter des coccinelles, c'est une idée que je trouve vraiment catastrophique. J'ai vu ça dans un film que j'ai diffusé dans un cinéma. Je ne me rappelle plus le nom de ce film, mais bon, on avait un de nos partenaires qui avait été prof à AgroParisTech. Marc Dufumé, donc, qui a été le conseiller de Nicolas Hulot lorsqu'il était ministre de l'écologie, donc voilà, qui intervenait dans ce film. Et effectivement, on parle beaucoup d'acheter des coccinelles, d'acheter ceci, d'acheter cela, je trouve complètement idiot. En fait, la nature est là, il faut juste la favoriser les insectes. Si vous voulez favoriser les insectes et la biodiversité, c'est déjà laisser pousser un petit peu d'herbe en ville, hein, plutôt que de la faucher au printemps dès qu'il y a les premières fleurs. Et puis, effectivement, dans votre potager, planter des fleurs. Moi, je vois au jardin de la Mosson, je vois mes collègues, même au jardin d'autres quartiers, on plante des légumes, mais les fleurs, on va les planter, on va les mettre à part, alors qu'en fait, ça se mélange très bien avec les légumes, ça attire les pollinisateurs, ça favorise les pollinisateurs. Donc, voilà quoi, je veux dire, vous voulez avoir des coccinelles, faites en sorte de pouvoir les caser à manger, caser de quoi, voilà. Ça, c'est une chose. Après, par rapport au problème des maladies et des parasites, vous avez deux choses. D'abord, vous avez la lutte naturelle, justement, encore une fois, par l'association des cultures. Ça, nous, on en parle beaucoup. Si vous plantez que des betteraves, et si vous faites des hectares de betteraves, ne vous inquiétez pas, vous aurez le parasite de la betterave et vous aurez la maladie sur la betterave. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on appelle la monoculture. Donc, diversifiez vos cultures, associez vos cultures, il y aura déjà moins de problèmes. Et ensuite, on a effectivement les traitements à base de plantes. Donc, ce qu'on appelle, avant, on appelait les purins, et que maintenant, on appelle les extraits fermentés. Nous, on a une collègue qui est sur le secteur, qui s'appelle Caroline Gary, qui a été formée, donc qui est à Aubé maintenant, sur le terrain de Solène Passemard, à la Mauve. Caroline, elle intervient avec le CIVAM du Vidourle et elle s'est formée justement sur les extraits fermentés avec Éric Petiot, qui est un des spécialistes mondiaux donc des extraits fermentés, des alternatives justement aux pesticides. Et vous avez donc à partir de là la consoude des extraits fermentés de consoude, d'ortie, de la prêle, etc. Vous avez des traitements existants naturellement, des décoctions d'ail par exemple, pour traiter notamment la cloque du péché, etc. Vous avez les plantes nous fournissent tout ce dont on a besoin. D'une part, il faut étudier le problème, voir si c'est pas non plus un problème de sol déséquilibré, si le sol est bien équilibré, donc bien correctement nourri. Associer donc vos cultures pour éviter de faire de la monoculture et favoriser autant l'arrivée du parasite que la maladie. Et effectivement, après, travailler avec des extraits fermentés, avec des plantes. Ce que la DRAF et donc l'État appellent ça donc des préparations naturelles peu préoccupantes. Ça m'avait fait beaucoup sourire en 2016 quand j'avais découvert ça lors d'une conférence Alpora Alternativa sur les alternatives aux pesticides, des préparations naturelles peu préoccupantes. Donc voilà, tout simplement. Dans la nature, il existe tout ce qu'il faut en fait. C'est simplement qu'on ne sait pas. On nous a formaté sur utiliser les produits chimiques, les insecticides, des trucs comme ça. Mais en fait, non, quoi. Il faut travailler autrement parce que
plus on utilise des insecticides et des produits chimiques, plus en fait on impacte notre environnement, notre sol, parce que ça se retrouve de toute façon dans le sol et puis ça se retrouve aussi dans l'air qu'on respire. Ça impacte les insectes et donc tous les insectes. Ça impacte aussi donc les prédateurs des insectes, donc les oiseaux, et ainsi de suite. Et on contamine toute la chaîne alimentaire au-delà du sol. Oui. Alors, on a commencé en 2020, c'était le projet des incroyables bosquets fruitiers. On a commencé en 2020, c'était dans le cadre de l'appel à projet à budget participatif de la région Occitanie fin 2019 qui s'appelait Ma solution pour le climat. Et donc, on venait d'embaucher une jeune diplômée qui avait son master, donc qui avait été adhérente de notre verger en permaculture et qui a proposé donc pour nous ce projet donc des incroyables bosquets fruitiers et de planter donc des bosquets fruitiers sur l'espace public urbain. Et donc, on a été lauréat avec ça. Et en 2020, donc, on a planté en pleine période de Covid, donc fin 2020, entre novembre et décembre, on a planté 6 bosquets fruitiers à Montpellier, dans 6 quartiers différents, avec la participation du public à chaque fois. Certains quartiers se sont même organisés en équipe pour pouvoir venir, certains le matin, d'autres l'après-midi, pour respecter les règles anti-Covid. Et depuis, donc, on plante plusieurs bosquets fruitiers chaque année, où on développe ceux qui existent déjà dans des quartiers par rapport à l'espace existant. On a été jusqu'à Marseillan. On va aller à Fontanet cette année. On a un projet aussi à Nîmes avec l'association Table Ouverte. Voilà, on plante, on plante, on plante. Cette année, on a 1, 2, 3. On va le planter dans un lycée aussi. Je crois qu'on doit tourner autour de 6-7 projets encore cette année de plantation. Donc on les prépare durant l'année, entre le printemps et l'été. On passe les commandes chez des pépiniéristes locaux, certifiés bio, certifiés végétal local, ça c'est vraiment important pour nous, qui font des semis dans des godets anti-chignons. Ce sont des semis de l'année, ce ne sont pas des arbres qui ont déjà 1 an, 2 ans. Et on plante à partir du 15 novembre. Sur Montpellier, on plante plus, on plante jusqu'au 31 janvier, on plante plus au-delà de... Parce que le printemps arrive très rapidement après et qu'il faut aux arbres le temps qu'ils puissent voilà, se réinstaller. Ils ont une adaptabilité beaucoup plus lente que la nôtre, donc il faut qu'ils aient des racines et le temps de s'installer avant l'été. Alors, mais en fait, on fait toujours en lien, on va pas planter comme ça, nous, et puis on va dire dans un quartier, puis on va dire voilà, on vient planter, et puis on travaille toujours avec une association de quartier, ou une école, ou un lycée, ou des copropriétaires. Donc il y a toujours un collectif qui est là, ou une association, avec qui on va planter, qu'on va accompagner sur l'arrosage, sur l'entretien, etc. On va revenir faire des ateliers de taille de formation. Et donc l'idée justement c'est de leur dire ben voilà, cueillez, ils sont à vous, cueillez-les. Et des fois il faut même leur faire voir que ben ça y est, quoi, les fruits sont là, allez-y, quoi, cueillez. Parce que ils osent pas. Comment? Oui, tout à fait, sans aucun problème. Nous on vient organiser maintenant un petit peu la continuité pour leur faire voir un petit peu les différentes applications avec des pressoirs. Donc on veut acheter un pressoir, un petit pressoir mobile pour faire des jus de fruits. On veut acheter du matériel pour faire des confitures, des conserves. Mais on leur a déjà fait des ateliers, par exemple, pour faire des sirops. Des sirops de sureau, par exemple, avec la fleur de sureau. On a fait des ateliers pesto aussi avec les plantes naturelles qu'ils avaient dans leur jardin. Et c'est très très intéressant. Ils sont, voilà, ils sont partie prenante. Ça permet effectivement, mais au-delà de côté biodiversité, au-delà du côté luttons contre le réchauffement climatique, c'est aussi mettre à disposition du public dans les villes un espace alimentaire librement accessible. Pour nous, c'est vraiment important, c'est le côté librement accessible. On vient nous voler nos fruits dans nos jardins, nos légumes dans nos jardins, dans nos vergers, etc. Par contre, effectivement, quand on les plante en pleine ville, au milieu des immeubles, etc., les gens n'osent pas, en fait.
il faut les pousser, leur faire voir, leur faire goûter, cueillir, leur faire goûter, leur faire voir que. Après, c'est vrai qu'on va planter des pêchers, des abricotiers, des figuiers, des choses comme ça, mais on va planter aussi des arbousiers, des argousiers, des néfliers, des fruitiers moins connus en fait. Des fruitiers, mais moins connus, des fêtes de joie, voilà, des choses comme ça qui sont bons, mais qui sont moins connus et donc effectivement moins sujets à prédation, voilà, de la part de certaines personnes mal intentionnées, on va dire. Oui. Comment? L'IA, l'intelligence artificielle. Non, 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 non. Surtout, en fait, moi, le travail que je fais vraiment au niveau des jardins, c'est surtout reconnecter les jardiniers à la terre. C'est-à-dire que je ne veux pas avoir des jardiniers qui soient ce qu'on appelle des planteurs de légumes qui vont au marché, ils achètent leur plant potager, puis ils les plantent, et puis voilà, ils arrosent, ils cueillent des légumes, et puis voilà. L'idée, c'est de leur faire prendre conscience de tout le cycle du sol, de l'environnement, de la terre, de la biodiversité. On ne va pas acheter de produits, même si c'est bio, contre les limaces. Peut-être que si on laissait pousser l'herbe, mais les limaces auraient aussi de quoi à manger quelque part et qu'elles ne viendraient pas se jeter uniquement sur nos légumes, etc., quoi. C'est vraiment important le fait de pouvoir les reconnecter au sol et à la terre. Et ça, c'est pas vraiment gagné, quoi. Le fait de jardiner zéro déchet, c'est-à-dire effectivement d'arriver en fin de saison, on n'arrache pas nos pieds de courge, de tomates, etc. Et on ne va pas les entasser quelque part sous le faux prétexte de dire on va composter, alors qu'en fait on sait qu'on ne composte pas parce que on enlève une bonne partie de la terre avec les racines, etc. C'est aussi un travail important de leur faire prendre conscience que c'est du végétal, donc ça se compose sans aucun problème, ça peut servir de paillage. Effectivement, ça ne va pas se composter en quelques mois, mais encore mieux puisque ça va couvrir le sol, ça va être un paillage naturel, donc profitons-en. On n'a pas acheté de paille, on n'a pas acheté ou on va acheter moins de paille. Voilà, c'est tout ce travail-là en fait qu'on essaye de faire qui est vraiment très important, quoi. Oui, je connais bien le problème des sangliers. C'est- Non, on connaît bien, enfin, je connais bien le problème des sangliers parce que à Montpellier, les sangliers font partie voilà, ils sont dans le paysage, quoi. Avant, on devinait leur passage, on en apercevait de temps en temps. Maintenant, vous pouvez jardiner à côté d'eux, quoi. Ils viennent sans aucun problème, et puis ils viennent même pouiller la terre pendant que vous jardinez, quoi. Je veux dire, c'est pas pour eux, vous les voyez remonter dans mon quartier, ils remontent, je les vois remonter de la place du marché en pleine journée, au milieu du public, quoi, au milieu des passants, mais sans aucun problème, et je veux dire, bon, voilà, quoi. Donc, les sangliers, c'est vrai qu'effectivement, d'une part, en développant les villes, on a pris leur territoire, et puis il ne faut pas oublier non plus qu'on a éliminé les prédateurs naturels, hein. Là aussi, encore une fois, on a introduit un déséquilibre, et à partir de là, on en paye les conséquences aujourd'hui. Mis à part mettre en place des clôtures vraiment hyper solides, voilà, il n'y a pas trop grand-chose à faire. Peut-être arrêter de les nourrir quand même, parce qu'effectivement, on a ce côté vouloir, tiens, c'est une bête sauvage, c'est rigolo de pouvoir la nourrir à la main. Prendre conscience que, non, il faut surtout pas rentrer dans ce cycle-là, parce qu'effectivement, on favorise. Mais ça, le problème, c'est que ça renvoie aussi à d'autres choses, ça renvoie au côté aussi propreté, où on voit dans certains quartiers
des conteneurs qui débordent de sa poubelle où effectivement la plupart des restes alimentaires, des épluchures, des restes de repas partent dans les conteneurs, dans les poubelles et pas dans le compost. Enfin voilà, il y a vraiment un gros travail à faire. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a entraînés dans une société de consommation durant des années, et que maintenant on s'aperçoit effectivement que ça a un coût. Alors pour les métropoles, pour les collectivités, c'est le coût financier, mais pour nous, j'ai envie de dire, c'est le coût écologique qui est vraiment énorme et sur lequel vraiment il faut revenir, et c'est un grand travail à faire sur le long terme. On a développé à Montpellier, on a développé les composteurs collectifs, sauf que le compost ne pouvait pas être utilisé dans les jardins, sauf pour les légumes racines. Pourquoi? Par précaution, pour le principe de précaution. Alors c'est une aberration parce que légumes racines, c'est-à-dire que c'est lui qui va être en contact avec le compost plus que le légume fruit. Mais on avait des composteurs qui étaient bloqués, on a évacué du compost de composteurs collectifs, donc c'est des bacs qui font 850 litres à 1000 litres, à l'écolothèque, dans des terrains, parce qu'on ne savait pas quoi en faire. On avait axé le compostage, le développement du compostage sur la réduction des déchets, mais on n'avait pas pensé, donc au niveau des politiques et des services concernés, on n'avait pas pensé à l'utilisation du compost. Et on a fait un gros travail par rapport à ça pour que le compost puisse être utilisé dans les jardins. Peut-être qu'effectivement en agriculture il y a des normes, etc., mais dans les jardins, il y a des besoins énormes, et donc effectivement ça s'est beaucoup libéré, mais je vous assure qu'au départ c'était une catastrophe, quoi. On avait tellement axé le processus de compostage à la réduction des déchets que les composteurs collectifs, les sites de compostage collectif se retrouvaient bloqués parce qu'ils ne pouvaient pas évacuer leur compost, même en faisant des distributions tous les 2 mois. Par rapport à l'apport de biodéchets, ça marchait tellement bien qu'effectivement il y en avait trop, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu ce cycle sur lequel on tourne en rond et sur lequel il faut revenir, et c'est un gros travail que l'on fait. Et bon, mais quand on a la conscience, quand on aime jardiner, c'est aussi faire le lien entre effectivement ce cycle, cette économie circulaire entre ce qui vient de la terre peut repartir à la terre sous forme d'amendement naturel comme le compost. Oui, c'est ce que je dis en fait, c'est pour ça, c'est que le fait de jeter ces épluchures, ces restes de repas dans les conteneurs, dans les poubelles, ça déborde. Non, on n'a pas de problème, on a plus de problèmes de souris qu'autre chose, et encore ça va, on a réduit ce problème, mais sinon, non, on n'a pas les sangliers, ils viennent pas. Si tu mets le compost, comme on le fait chez nous à Verpopa, quand on récupère les composteurs, quand on dépose le compost, oui, par terre, oui, ils viennent. Ça, sans problème, parce qu'ils ont l'odorat. Mais voilà, pas plus. Alors, je pense que on va pouvoir passer en mode on mange un petit morceau. Ouais. Alors déjà, et on va avoir un journal, parce que là, on a Nadia Bailly, qui est dans un coin, qui a dessiné, qui a pris des photos et qui va sortir un journal. Donc, pour être dans le journal, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as une annonce à faire? Parce que comme ça, on va l'écrire. Bon appétit, c'est une bonne annonce. Non, j'ai pas vraiment d'annonce à faire. Si ce n'est, nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment continuer à aider à développer les jardins, les bosquets fruitiers partout, quoi. C'est clair. Écoute, je vais mettre ça dans les annonces. Nous, ce qu'on aimerait, c'est continuer à développer des bosquets fruitiers un peu partout. Voilà. Ok, super. Bon, je vais rendre le micro. Donc, normalement, on va vous offrir un coup à boire et puis venez avec la bouffe, on va manger ensemble. Et n'oubliez pas, vous vous barrez pas parce qu'après, on va faire notre projection, à moins que vous vouliez vous barrer. À ce moment-là, on le fera pas. Mais là, maintenant, on passe en mode on mange. Allez.